Bah, ravi Martin de t'avoir aujourd'hui dans le podcast Just Getting Started. On est hyper content d'avoir un profil comme le tien qui est beaucoup plus dans le hardware et comme on peut le voir dans le setup. Le setup. Donc, tu vas nous raconter tout ça, toutes les difficultés un peu entrepreneuriales que tu as eues, comment est-ce qu'on attaque un projet aussi pharaonique que celui-ci. Et bah, si tu peux peut-être déjà commencer par rappeler un peu ton parcours. Mais juste avant l'ESSEC, moi je suis ingénieur mécanique. J'ai parcouru, j'étais curieux d'en savoir plus sur tout ce qui est marketing, finance. Je trouvais que l'ESSEC répondait bien à mes attentes. J'avais déjà en tête l'envie Ouais, d'entreprendre. L'ESSEC, je l'ai fait en apprentissage dans une holding d'investissement d'un entrepreneur expérimenté. ok. Donc j'ai pu voir d'encore plus près de l'entrepreneuriat, tous ces enjeux aussi d'investissement sur les premiers tours, les premières levées de fonds auprès de business angels. Ça m'a beaucoup plu. Et après, j'avais travaillé en parallèle, ben oui, avec une startup Deep Tech. Donc Ok, là, ils développaient des logiciels de conception d'électronique, de composants électroniques. ok, Voilà, donc c'était trois chercheurs. Il ok, fallait transformer leur recherche en laboratoire, en éprouvette, je ok. caricature, en un projet d'entreprise. Donc il y a beaucoup de questions sur le côté marketing, financement, et ça m'avait beaucoup plu de faire ce lien entre la techno et le business. Ok, Voilà, je m'étais dit que c'était quelque chose, cette double compétence, ouais, ça m'intéressait de la développer au quotidien. Et c'est ce qui résonne avec mon projet actuel. complètement. À la suite de ça, j'ai travaillé dans le conseil IT, voilà, du développement commercial. Pourquoi je l'ai fait? Ben, parce qu'au final, je sentais que j'étais pas très bon en développement commercial. J'étais peut-être quelqu'un d'un naturel discret, et je m'étais dit, bon, ben, il va falloir que je me force un petit peu à aller toquer aux portes, à aller vendre, présenter une offre, essayer de décrocher des rendez-vous. Et donc là, premier jour, je suis arrivé, on m'a passé un ordinateur, un Ok, téléphone, et on m'a dit, bon, ben, va falloir que tu trouves tes clients. Et c'était très instructif. Mais ensuite, je suis parti faire plutôt du financement de l'innovation ok, auprès de l'ADN, Agence Développement Normandie. Et donc là, c'était pas mal d'interlocuteurs de jeunes startups, les aider sur le plan de financement, la recherche d'investisseurs. C'était assez exaltant. est-ce Ça que à ce moment-là, tu savais déjà que tu voulais potentiellement lancer ton projet ou c'était c'était en réflexion. C'était en réflexion. J'ai fait ça, l'ADN, j'y ai travaillé environ une année. J'étais un petit peu frustré d'être de l'autre côté de la barrière, ouais, d'être plus dans l'analyse d'opportunités. Quand je voyais de beaux projets, je disais, ah, mais mince, j'ai envie d'être de l'autre côté avec l'équipe qui entreprend. ouais, J'avais un petit peu cette frustration-là, voilà. J'avais eu une galère de de la- lave-vaisselle, et j'ai vécu cette expérience de la galère à ce moment-là. Et Mhm. je m'étais dit, mais mince, il y a quelque chose à faire. Ouais, Je comprenais assez finement les enjeux d'industrialisation, de conception mécanique. Je comprenais aussi, je voyais ces incohérences, oui, c'est à ce ces moment-là que marchés inefficients, ouais. l'inefficience du marché du gros électroménager. Je me suis dit, ouais, il faut que je me lance. Voilà, et donc je me suis lancé sur cette aventure en 2018. Ok, donc c'est à ce moment-là que tu as pris conscience un peu des enjeux de réparabilité qui n'étaient pas du tout au C'est rendez-vous. ça, Ouais, c'est ça, ok. c'est ça. Et en fait, bien évidemment, comme j'espère beaucoup d'entrepreneurs, avant de se lancer dans la conception d'un Ouais, produit, faut passer pas mal de temps à interviewer des particuliers, des usagers. Et là, j'ai dû passer presque deux mois dans les gares, dans les halls de gare, ouais. à C'est courageux, j'ai déjà fait, poser, c'est dur d'attraper les gens. mais ouais, à Ouais, poser des questions, surtout sur un lave-vaisselle. Les gens, ils sont en pause, ils n'ont pas forcément envie de parler de lave-vaisselle, de ouais, but en blanc. Mais c'était très instructif.
J'ai Il y pu avait une voir. contrepartie pour eux ou c'était juste de Non, même la... pas. J'ai Ouais. prenais. Je disais que j'étais encore étudiant à l'époque. Ok. Ça marche un peu, Ouais. un peu mieux. On se dit ah, on va aider un étudiant. Donc voilà. Et ça a permis de nourrir la conception du produit et aussi de peaufiner notre discours. Hmm. Voilà. Euh, T'étais seul sur le projet à ce moment-là ou... j'étais seul sur le projet. Tout le monde me disait ah mais il faut que tu trouves à t'associer, il faut que tu trouves à t'associer. Donc j'étais ouvert à trouver à trouver un associé. J'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de rencontres. Mhm. Après, oui, ça a été un gros sujet. Rétrospectivement parlant, je trouve que j'ai peut-être perdu un peu de temps là-dessus. Tant Il y mieux. a beaucoup d'idées reçues, je Ouais. pense, sur se lancer dans l'aventure tout seul. Ça dépend énormément des parcours. Bien évidemment, quand on est deux, on peut avancer plus vite. Il peut y avoir plus de réflexion. On peut peut-être l'interaction fait qu'on peut prendre plus rapidement des décisions. Mais si on est bien entouré avec les incubateurs, Hmm. Justement, avec comment des comment est-ce que mentors. c'était ma question qui allait suivre. Comment est-ce que tu t'es entouré à ce moment-là? Parce que donc prendre la décision de rester seul, c'est marrant, t'es pas le premier là, parmi la quinzaine d'entrepreneurs que j'ai interviewé. Il y a un peu les deux écoles. Hmm. De ceux justement, comme tu dis, amis ou proches qui se lancent, et après ceux qui sont plutôt seuls. Donc, comment est-ce que tu as trouvé les bonnes personnes pour qui t'entourer, et surtout sur des projets aussi techniques et spécifiques que le... Mais là-dessus, sur en fait, il y a eu plusieurs approches. J'ai envie de dire, LinkedIn, c'est ton meilleur ami. Ouais. Tu peux voir des anciens de l'ESSEC, des anciens des arts et métiers qui travaillent dans ton champ de compétences ou en tout cas sur ton champ sectoriel. Donc tu peux toquer à la porte, demander un café, une petite visio et ça marche très bien. Mhm. Donc pour agréger de la donnée, c'est très intéressant. Ensuite, sur la maïotique, sur ces réflexions-là, mais le fait d'être dans un incubateur avec d'autres personnes dans ton entourage, où la pause entre midi et deux, mais tu parles de ton projet à d'autres entrepreneurs, et ça te met un peu en perspective tes propos, et ça te permet d'avancer. Donc ça, c'était un atout. T'es dans quel incubateur justement L'incubateur des arts et métiers. Ok. Il y avait d'autres Voilà. projets du coup un peu techniques Il comme y le avait tien? d'autres projets techniques. Il y avait un expert, un expert en mécanique, voilà, qui avait plus de 25 ans dans le domaine. Donc, c'était intéressant d'avoir son point de vue, sa perspective. Avec le réseau des anciens, j'ai trouvé aussi des personnes qui avaient des expériences pile poil dans ce que je souhaitais faire. Donc, Mhm. j'ai eu des retours d'expérience très intéressants. Sur le plan technique, j'ai eu l'ancien responsable d'industrialisation du dernier lave-vaisselle de taille standard fabriqué en France Ok. à 400 000 unités par an. Donc en fait, Ouais. il m'a fait part de toutes les galères qu'ils ont eues en termes de C'est fou. conception, Qui d'industrialisation. était encore chez le enfin, Non, non, concurrent, non, non, qui était qui était parti. en pré-retraite, ça faisait Ah, c'est fou ça ça. Ah, faisait ça doit être. plus d'une dizaine d'années, plus d'une quinzaine d'années. Donc Ok. oui, et il y avait plus d'enjeu de. Donc lui, tu l'as trouvé Donc par. j'avais trouvé mais par le réseau des Ok. anciens. Ensuite, le fait de prendre des cafés avec des entrepreneurs qui sont Mm. plus avancés sur ton projet, mais ça aide. Ouais, Ça, donc c'était on peut se intéressant. lancer tout seul, mais à On peut condition se de bien lancer tout seul, discuter et de bien bien, s'entourer, quoi. bien discuter. Il y a aussi bizarrement un fonds d'investissement que j'étais allé voir assez tôt, qui avait un mindset très consumer, très marque, et même s'ils avaient pas ils ont pas investi dans le projet, mais ils m'ont fait de très belles mises en relation Ok. avec des experts en marketing très capés, des CMO très capés. Et donc là, oui, ça t'apporte de la valeur ajoutée, ces échanges-là. Mm. Beaucoup de fonds d'investissement, c'est en fait beaucoup de fonds d'investissement essayent de jouer la carte de la valeur ajoutée qu'ils t'apportent. Au final, comme ils sont pas dans l'opérationnel, Mm. ils sont assez limités. Mais là où ils peuvent être très forts et t'apporter beaucoup, c'est sur des mises en relation, Ouais, bien sûr. parce qu'il y a voilà,
il y a beaucoup de gens qui viennent toquer à leur porte et ils m'ont fait, ouais, c'était relativement intéressant. Là, vous êtes combien de collaborateurs aujourd'hui? Là, on est 6 collaborateurs, Ok, principalement techniques, ok. et ça a Pour été construire. pour construire l'industrialisation Ouais, du produit. ok. Euh, voilà, donc juste pour donner de la perspective techniquement parlant, Mhm. un lave-vaisselle, c'est plus de 450 pièces. Notre produit, il y a 3 brevets déposés, et pour arriver à ce stade pour démarrer l'industrialisation, ça a nécessité plus de 10 000 pièces prototypées. Donc, on a fait, On est aujourd'hui dans l'antre de. dans l'antre, on a quatre imprimantes 3D, Ok, et sur des phases de prototypage, elles marchent jour et nuit pendant 3 mois d'affilée, sans ok, compter tous les sous-traitants qui fabriquent les pièces. ok. Voilà, donc, Ah, c'est un sacré. et ce qui est, en fait, il y a un enjeu d'industrialisation qui interagit avec la conception, parce c'est un petit peu comme le secteur automobile. Il y a des équipementiers, c'est Mhm. des grosses entreprises qui pèsent plusieurs milliards de chiffre d'affaires annuel, Mhm. qui ont l'habitude de travailler avec des très grands acteurs de grosse taille, voilà, qui font également plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires annuellement. Et donc, il faut le plus gros challenge, De les c'est convaincre de c'est- bosser c'est avec des d'être petits. c'est d'être pris au sérieux par eux, Ouais, bien sûr. surtout dans un secteur où il n'y a pas eu de nouvel acteur depuis plusieurs décennies en Europe. Ouais. Chose assez incroyable, on est allé voir un fabricant de composants électroménagers, une entreprise eux, c'était 600 collaborateurs, ils sont implantés dans 3 continents. J'appelle, voilà, appel téléphonique, je demande à parler à la direction commerciale, le directeur commercial qui a 6 ans d'expérience pro. Il était surpris, éberlué. Je l'ai au téléphone, il me dit: ah, mais c'est la première fois que j'ai un appel entrant pour un nouveau client. Ouais. Je sais pas comment on fait le Quelle process. est, quelle est la Quel est le procédure? process pour un nouveau client potentiel? Ouais. Directeur commercial qui a 6 ans d'entreprise. Ah, c'est Et fou. donc il me dit: mais je sais pas comment. On Je vais revient voir vers vous. je vais voir avec le PDG. Ah oui. Voilà. Donc Ok. c'est pour vous montrer à quel point le marché Et est t'as un réussi peu du à coup à, terme. à les convaincre? Et donc, oui, on a pu avancer, et voilà, on a pu avancer sur leurs propositions. Au final, on n'a pas collaboré avec eux, mais avec une autre entreprise. Et pareil, quand on les a appelés, au début, ils étaient tellement surpris. Mais c'est un projet étudiant qui naît à Paris. Non, 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 c'est un projet, c'est sérieux. Voilà, on est toute une équipe. Et ensuite, on a réussi en rentrant dans la technique, à montrer qu'on savait de quoi on parlait. Donc Ok. ça, c'était important. Et puis aussi sur le concept, le projet, en termes d'atouts différenciants, on leur a montré qu'on avait un positionnement différenciant. Et puis au final, il y a pas mal d'équipementiers européens, mais qui sont un peu challengés par des nouveaux acteurs chinois, avec un peu une agressivité en termes de Bien prix sûr, ouais. face à eux. Et donc, ils étaient intéressés pour collaborer avec Oui, ils sont nous. pas forcément fermés à des Non, nouveaux non, non, ils sont pas partenaires. fermés, et surtout, on a pu monter un peu en compétence grâce à leur équipe R&D. Ok. Voilà. Ils ont impliqué leur équipe R&D, donc c'était Ah, c'est chouette ça. assez chouette. Donc ça, c'est top. On a été pris au sérieux. Après, ce qui est un peu difficile, ce qui a été difficile au début, c'est que c'est leurs clients usuels, c'est des Mm. boîtes qui pèsent plusieurs milliards, donc ils ont tendance à dire: ah, mais on vous vend pas un produit, on va faire un projet de co-développement R&D, et donc voilà, mais vous inquiétez pas, ça représentera que quelques millions. Je Bien sûr. caricature. Et donc là, on leur a dit: non, mais on n'a pas quelques millions à mettre dans un projet R&D. Voilà, on cherche plutôt sur des produits que vous avez déjà sur étagère. On veut analyser la durabilité Bien de sûr. votre produit et tout. Donc, il y a eu ce challenge-là, et surtout que c'est des grands groupes, donc
ils ont un temps qui n'est pas le même que la Ouais, startup. bien sûr. Voilà, donc Et justement, par rapport à la problématique de financement, j'imagine que tu aurais bien aimé avoir ces millions-là. Comment est-ce que déjà tu t'es rémunéré au début? Est-ce que tu as levé de l'argent ou alors tu es plutôt allé chercher du non dilutif? mais Tu peux parler. là-dessus, au tout début, voilà, j'ai mis une partie de mes économies Dans la... Ok, donc ça dans c'est... la boîte. Ensuite, du non dilutif. Après, j'avais fait un petit tour Friends and Family. Ok. De combien à Euh, peu près si c'est pas ouais, voilà, c'était une trentaine, quarantaine de milliers milliers d'euros? d'euros. Ok. Voilà, c'était vraiment un petit tour. Et puis ensuite, j'ai fait une première levée de fonds fin 2021 D'accord. Donc auprès 3 ans quand même de, après avoir... ouais, ouais, auprès de Business Angel. Ok. Ensuite, j'ai poursuivi l'année suivante, rebelote, j'ai refait une seconde levée de fonds d'environ 500 000 euros. Ok. Voilà. Donc ça permet de sécuriser la partie R&D, Bien tout sûr. le prototypage. Et puis voilà, oui, ça c'est, on a pas mal de business angels. Beaucoup ont investi parce qu'ils apprécient la dimension impact, Mhm. voilà, l'impact environnemental de notre projet. Ça peut être aussi la dimension un petit peu Made in France Bien aussi, sûr. mais c'est avant tout de l'impact environnemental. Ouais. Et c'est comme ça on a fédéré des investisseurs. Peut-être, enfin, il y a pas mal de gens, je pense, qui écouteront la vidéo, qui sont peut-être pas forcément familiers avec toutes les problématiques industrielles de comment est-ce qu'on passe d'une idée à vraiment un produit. Est-ce que tu peux peut-être décrire tout le processus d'industrialisation vraiment du début à la fin et du coup les étapes par lesquelles tu es passé chez Ever pour arriver D'accord, à d'accord. l'industrialisation? Il y a, bon, comme tout, avant de se lancer dans la conception, mais il y a tous ces enquêtes consommateurs qui Mm. permettent un peu de définir un cahier des charges, une trame. Ensuite, il y a une phase de conception où là, c'est beaucoup de temps sur des logiciels de conception assistée par ordinateur, donc des maquettes 3D. Mm. Donc ça, c'est Voilà. une compétence que toi, tu maîtrisais déjà. Oui, que je maîtrisais. Oui, oui. J'en avais fait un petit peu auparavant. Donc, on Ok. travaillait là-dessus, on fait ces maquettes-là. On réfléchit à un maximum de choses sur cette maquette-là. On prend déjà en compte un petit peu les règles métiers de l'industrialisation. Mhm. Voilà, c'est important. Et ensuite, on fait le prototypage. Donc, on passe de ces pièces virtuelles à des pièces réelles. Et D'accord. donc, à ce moment-là, ben, on s'assure que l'assemblage se fait bien et on s'assure aussi que le fonctionnement du produit se fasse bien. Euh, Comme je disais, oui, un lave-vaisselle, il y a 450 pièces, donc tout de suite, Ouais. ça fait énormément de pièces à produire, valider tous ces éléments. Souvent, on subdivise la complexité. Mais par exemple, on valide l'étanchéité, donc on fait un mini lave-vaisselle et on a une solution d'étanchéité et donc on la teste en En taille local. réduite. Ok. Voilà. Donc il y a plein de petites itérations comme ça où on valide. Après cette phase de prototypage, ce qui était très important, comme on est sur du conçu pour durer, on fait énormément de tests d'endurance, Mm. Ouais, c'est de ce que tu nous tenue dans montrais le tout à l'heure temps. avec la machine là qui. Voilà. Ouais. Donc on a, mais ces machines-là de test d'endurance, faut les fabriquer, faut les concevoir. Ça prend beaucoup de temps Ouais, et on en a une dizaine à concevoir et fabriquer. Donc on les a conçus et puis ensuite on a validé ça, c'est un toute prérequis cette. légal ou c'est vous pour vous C'est assurer mais de. c'est nous, Ok, c'est notre volonté. On est dans cette logique de bien conçu sûr. pour Ouais. durer plus de 20 ans. Donc avant de se lancer dans la commercialisation, Ouais, il faut faut qu'on être soit sûr, quoi. sûr. Ouais. Et puis il y a aussi des enjeux d'expérience client. Sur tout l'hydraulique, il y a de l'eau qui circule. Mm. Donc on souhaite que tous les composants qui touchent l'eau tiennent sacrément bien. On ne Mm. voudrait pas un dégât des eaux chez le Bien particulier. sûr. Voilà, donc ça serait le bad buzz pour nous. Ouais, c'est sûr. On fait aussi des tests en laboratoire pour s'assurer que les matériaux qu'on sélectionne, ils tiennent bien dans le temps et ils vont pas s'abîmer à cause du produit lessiviel qu'on met ou à cause de la chaleur. Mhm. Donc, il y a des tests en laboratoire. Et ensuite, il y a tout ça.
Et ensuite, il y a des tests normatifs, il y a des tests de performance au lavage pour s'assurer que tout tienne. Là, on doit avoir plus de 1500 pages de normes sur un lave-vaisselle. Ouais, c'est fou. Donc, faut s'assurer qu'on a bien tout pris en compte. Ça va être Euh, passionnant à lire tout ça. mais oui, surtout que beaucoup de choses ont été écrites en Allemagne, donc C'est des traductions. c'est des process qualité très rigides. Donc tu t'es Voilà. lancé en 2018, là on est en 2023, donc Oui, grosso modo oui, ça fait 5 ans que tu fais tout ça. c'est ça. Oui, Et oui. à quand du coup une Mais industrialisation ça serait démarrage de la production début 2025. Ok, Voilà. Et ensuite, oui, c'est début 2025. Là, on réalise une campagne de prévente sur Ulule ok. pour notre produit. On a passé énormément de temps à sélectionner les sous-traitants industriels. Euh, et ça c'est un gros sujet parce qu'ensuite, c'est eux qui, au final, vont te livrer les pièces ou pas et qui Mm. vont te permettre de livrer ton client en temps et en heure. Ouais, ils peuvent Donc, compromettre tout le projet quoi. voilà, Mm. donc ça c'est très important et donc il y a pas mal d'audits, d'analyses, euh, d'audits des sites industriels pour s'assurer qu'ils ont des process qualité, qu'ils savent tenir des délais. On regarde partout dans leur usine, on regarde sous le tapis, dans les placards pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Ouais. Euh, Pour donner un ordre d'idée de toute la chaîne de production, tous les acteurs qui rentrent en jeu, il y a combien d'acteurs à peu près mais plus d'une trentaine de sous-traitants industriels Ouais, donc pour fabriquer l'ensemble des pièces. Et donc, avant de les avoir présélectionnés, on a dû identifier plus de 350 sous-traitants. Et ensuite, on les a qualifiés et présélectionnés. Et ensuite, on les sélectionne voilà, en termes de prix, coût, qualité, santé économique Mm. de l'entreprise. Ouais, Voilà. c'est fascinant. Et Donc, il y a une question qui me taraude un peu depuis le début, c'est sur des projets qui sont beaucoup plus sur le temps long, finalement. Qu'est-ce qui, toi, t'anime et te donne la force un peu de continuer ça et de pousser ça? Et ouais, si tu peux arriver à nous oui, parler de oui. ça. Mais c'est sur le temps long. Il y a beaucoup de challenges qui sont diversifiés. Mm. Voilà, au tout début, j'étais tout seul. Ensuite, comme toute start-up, j'avançais avec des jeunes recrues stagiaires, Mhm. des indépendants de manière ponctuelle. Ensuite, il y a eu cette phase levée de fonds. Donc, le fait de voir l'évolution du projet, d'avoir eu du challenge RH managérial. Mm. Il y a beaucoup de challenges technologiques. Mm. Euh, Et donc surtout, j'ai ça, c'est l'impression que assez la un route souhait est de fruit. tellement, enfin, tu vois, Elle est longue, mais ouais. on évolue. Et puis il y a des milestones, les dépôts de brevets, Mm. les validations du produit. Mm. Là, on a reçu un retour très positif du salon du Made in France. Donc, il y a des petites victoires intermédiaires qui sont Bien assez sûr. intéressantes. Oui, c'est sûr. On a eu beaucoup de retours positifs. Si l'entrepreneuriat, on le considère comme un marathon, mais l'entrepreneuriat hardware, c'est un peu de l'ultra trail. C'est ça. Oui, c'est sur un C'est un temps très Ironman long. complet, ouais, c'est Voilà, clair. donc c'est sûr que c'est challengeant, mais voilà, faut aimer les défis techniques, Ouais, c'est sûr. industriels. Et puis oui, nos sous-traitants, il y en a beaucoup qui sont vraiment derrière nous, qui nous poussent, Mm. qui sont très enthousiastes. Notamment, je pense à des sous-traitants du secteur automobile, des équipementiers de rang 1. Ok. Donc, voilà, qui ont plusieurs dizaines de sites à l'étranger. Mais voilà, la direction générale est vraiment à fond sur ce projet. Ils nous disent, mais comment peut-on faire pour vous aider? Ils souhaitent fabriquer une partie des pièces de notre produit et ils y mettent beaucoup d'énergie. Donc, Ouais. Oui, tout ça suscite beaucoup d'enthousiasme de la part oui, des donc gens autour de toi. c'est plutôt très agréable. Où est-ce que tu vois le projet à horizon 3, 5, 10 ans? Ou toi, peut-être plutôt 5, 10 ans, vu qu'on est sur du temps long. Comment est-ce que tu imagines un peu la suite pour Ever Ever?
Mais d'ici 3 ans, en ayant démarré la commercialisation de notre premier produit, on espère pouvoir recruter une équipe R&D plus conséquente Mm. pour paralléliser le développement produit. Parce que là, 100% aujourd'hui de tes employés, c'est l'équipe R&D. Oui, Ouais. équipe R&D et industrialisation. Ok. Voilà, c'est très important dans le hardware, c'est encore plus important, je pense, que dans le software, d'avoir des gens qui ont déjà fait de l'industrialisation et qui ont passé beaucoup de temps chez des sous-traitants. Mhm. Ça, c'est très important. Et parce que le coût classique de la startup hardware, j'ai envie de dire, soit c'est des profils très business, très marketing Ils vendent très bien. qui développent de jolies images 3D, qu'ils le vendent et puis ensuite ils se grattent la tête et ils réfléchissent comment on le produit et puis là en fait ils vont voir des sous-traitants et les sous-traitants leur disent non mais c'est très beau C'est mais impossible. c'est impossible à Ouais. fabriquer et en fait il y a une phase de conception pour reconcevoir pour que ça soit fabricable et ensuite fabricable et puis il y a les délais longs de la fabrication de l'outillage et donc il se retrouve à fermer et puis il y a aussi ce qui peut être souvent un problème, c'est il peut y avoir des gens qui sont très bons en conception, euh, très très bons en R&D, mais qui n'ont pas d'expérience en industrialisation Mhm. et qui conçoivent un produit peut-être très bien. Ils peuvent concevoir un très joli prototype, mais ensuite ce prototype n'est pas du tout fabricable. Mhm. Voilà, donc ça arrive. Donc nous, on a la chance d'avoir des gens qui Il y a ont d'autres déjà de dimensions. l'expérience sur l'industrialisation. Ok. Ça, c'est Je te coupais important. du coup, pardon, mais du coup, à 5-10 ans, Oui, oui, tu t'étais. donc 3 ans, lancer peut-être un second produit. Ok, Ce qui a pris aussi pas mal de temps, c'est qu'en termes de ressources humaines, on était assez limité. bien sûr. C'est pour ça, mais voilà, en ayant une équipe plus nombreuse, on pourra paralléliser le développement de produits. Donc peut-être un lancement d'un second produit. Ce sera aussi l'ouverture de certains pays limitrophes. Mhm. La ligne d'assemblage qu'on a dimensionnée nous permet d'aller de 10 000 jusqu'à 230 000 lave-vaisselle par an. Donc on peut vendre des lave-vaisselle dans les pays limitrophes à la France. Ok. Donc ça, c'est une chance. Et pourquoi pas même créer un nouveau site de production, pourquoi pas en Allemagne, parce que peut-être que nos amis allemands seront fiers d'avoir un produit assemblé en Allemagne. Ouais. Voilà. Par rapport aux problématiques de prix et de marge, forcément, j'imagine que il y a des raisons pour lesquelles les usines ferment et tout ça, c'est des coûts supplémentaires. Comment est-ce que vous allez gérer cet aspect-là? Et est-ce que vous allez plutôt sur un produit premium ou Mm. pas? Oui, oui. Mais en effet, je pense que ça peut être très difficile pour une marque française qui fabrique en France d'être sur du low cost. Mm. Ensuite, ce qui coûte cher, mais c'est forcément en France ce qui coûte plus cher comparé à des pays en voie de développement, c'est bien évidemment la main-d'œuvre. Et nous, on a mis énormément de jus de cerveau dans la conception du produit pour que ça soit très facilement réparable. Et en rendant le produit très facilement réparable, Mm. il est très facilement assemblable également dans Mm. notre usine. Et donc Ok. le delta, euh, ça nous coûterait plus cher de l'importer de Chine Ok. jusqu'en France en termes de coût logistique Je que vais tout le faire, oui. gain qu'on aura en Ok. termes de coût de main d'œuvre. Donc ça fait pas sens de fabriquer d'assembler notre produit en Asie. Donc ça c'est un atout fort. Ensuite ça a été un choix aussi en termes d'impact environnemental. Mm. Le Made in France, on a un mix énergétique qui est plutôt bas carbone Mm. comparé à d'autres pays européens comme l'Allemagne ou comme d'autres pays en voie de développement. Mm. Donc le fait de fabriquer en France, on réduit notre empreinte Bien sûr, ouais. carbone. Donc ça, c'est un atout fort. Super. Et Et une dernière question un peu plus sur ton parcours entrepreneurial. Est-ce qu'il y a enfin, c'est un projet qui, surtout de l'extérieur, a l'air tellement complexe, enfin, que si on mettait quelqu'un d'autre à ta place, sûrement il n'arriverait pas du tout à mettre un pied devant l'autre comme toi tu le fais. Est-ce que toi, là, avec 5 ans d'expérience, il y a des choses que toi tu sais que tu aurais fait différemment ou que tu te dis, là on aurait pu gagner beaucoup plus de temps en faisant comme ça? oui, je sais pas,
En fait, il y a plein de gens qui donnent des conseils, notamment sur les levées de fonds auprès des business angels, ou Mm. c'est pas assez près, nanan, ou Mm. ils ont des recettes toutes faites qui peuvent par exemple s'appliquer dans des startups digitales, qui Bien peuvent sûr. s'appliquer sur des startups software, et voilà, le secteur de l'investissement est très mature là-dessus, donc il y a des métriques, il y a tout ça. Sur un projet hardware, j'aurais peut-être pu lever des fonds plus rapidement, D'accord. c'est sûr. Et au final, sur ma recherche d'associés, je pense, oui, Plus perdu du c'est temps. plus perdu du temps. Après, c'est intéressant parce que tu as plein de petits échanges informels, t'as des insights, tu peux avoir des remarques, des réflexions, mais oui, là-dessus, il y avait. Non, faut pas se lancer en tant que Ouais, solo founder, c'est un ouais, mauvais c'est sûr, ça signal. fait peur. T'es un peu l'asocial Ouais, qui trouve pas, et ouais, en fait, au final, je pense que sur des projets longs, ça peut réduire énormément les risques ouais. voilà, de conflits, C'est ou sûr, c'est sûr. Bah, de non-alignement stratégique. ouais, C'est le ouais, terme pour dire qu'on se met pas sur la gueule. ouais. Si tu avais un conseil à donner à un jeune qui serait en école d'ingé ou autre, d'ailleurs, même pas, mais qui aurait des envies de projets un peu plus techniques, quels seraient un peu tes conseils et qu'est-ce que tu aimerais partager Mais voilà, surtout passer pas mal de temps avec des gens qui ont de l'expérience sectorielle, de faire très attention et de prendre des pinces sur leurs conseils. Mm. J'ai eu voilà, des gens qui ont travaillé dans des grands groupes du secteur de l'électroménager, ont des conseils sur le développement produit. Faut les prendre, mais ensuite on n'a pas du tout les mêmes ressources, donc on peut pas répliquer ce qu'ils font. Bien Si sûr. on écoutait un chef de projet R&D d'un grand électroménager, il va nous dire ah oui, bon ben on commence, faut recruter 40 personnes, faut un laboratoire de 1000 mètres carrés. Voilà, non, Mm. il faut prendre pas mal de conseils, mais faut être très critique là-dessus. Euh, voilà, j'ai beaucoup. Ce qui est très intéressant, j'ai eu beaucoup de mains de jeunes retraités. Ok. Voilà, il y en a qui, ça leur fait plaisir d'aider des jeunes. J'en ai eu un, mais par exemple, c'est un ancien du secteur automobile qui a dû visiter plus de 10 000, plus de 5 000 sous-traitants dans le monde, C'est partout, fou. à analyser et tout. Et donc, le secteur auto, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le gold standard Mm. de la grande série. Ouais. C'est très, ils sont plutôt très très bons sur la fabrication de grandes séries, ils ont des Mm. très bonnes pratiques. Donc quand on débarque, quand on est un peu jeune et quand on n'a pas tant de bouteilles que ça dans le secteur, quand on débarque avec un jeune retraité du secteur auto, Ouais. les questions fusent, et puis il y a un rapport de force qui Qui change. change. Ok. Donc ça peut valoir Ouais. le coup de faire Donc, appel conseil, à... profiter de la sagesse des anciens C'est dans le ça, projet. c'est ça, c'est ça. Mm. Trop cool. Bon, bah, merci beaucoup.